J'appelle maintenant Philippe Valenti, qui a organisé cette séance et va la modérer avec moi. Pour les orthopédistes, on ne présente pas Philippe Valenti. Pour les autres, c'est un excellent chirurgien orthopédiste installé à Paris, à la clinique Bizet, où il a un rôle très important de transmission de son savoir, qui est très grand, à de jeunes chirurgiens français et étrangers. Il a en permanence avec lui 3 ou 4 jeunes chirurgiens à qui il apprend les techniques qu'il développe. C'est un très bon exemple d'enseignement par un chirurgien viscéral, expert dans son domaine, à côté de l'enseignement officiel universitaire. Philippe, je te passe la parole pour présenter la session. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les secrétaires. Alors, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir parler des innovations en chirurgie de l'épaule à l'Académie nationale de chirurgie. Et nous avons la chance d'avoir 4 orateurs de prestige que je vais rapidement présenter, qui ont dédié un peu leur temps à l'innovation. Tout d'abord, Pascal Boileau de Nice, qui a beaucoup travaillé depuis sa thèse, où il a fait faire un bond à l'arthroplastie, et ces dernières années, en collaboration avec Gilles Walch essentiellement, il a beaucoup travaillé sur les logiciels permettant de planifier en préopératoire les prothèses d'épaule et ainsi d'obtenir une meilleure implantation et des meilleurs résultats pour nos patients. Et je remercie beaucoup Pascal pour ce travail et je suis ravi qu'il présente la première communication. Pierre-Éric Flurin de Bordeaux, qui est un collègue et ami, qui travaille aussi dans le privé, a beaucoup travaillé, lui, sur la navigation péropératoire, en développant avec un industriel un système fiable. Il nous l'a montré, il nous l'a prouvé, il l'a écrit, ça a été publié. Et ce système de navigation permet de reproduire très précisément la planification préopératoire. Et je suis ravi que Pierre-Henri Flurin vous développe un petit peu tout ce travail qu'il a effectué depuis une dizaine d'années au bénéfice de ses patients. Jean-David Vertel, qui exerce lui à l'hôpital Ambroise Paré à Paris et qui aussi est très intéressé par les nouvelles technologies et donc qui va nous développer largement la réalité mixte. C'est encore une autre étape dans l'implantation de la prothèse, mais ça a aussi un intérêt pour l'éducation, pour la formation des jeunes chirurgiens et pour la précision de l'implantation. André Niederberger, qui est à Zurich, qui travaille pour une société qui s'appelle Virtamed, que vous connaissez probablement, qui est un ingénieur et avec lequel j'ai le plaisir de travailler, et qui ont développé un simulateur d'arthroscopie pour permettre aux jeunes chirurgiens, avant de passer à l'arthroscopie sur le vivant, de prendre leur marque, entre guillemets, et surtout de s'entraîner. Et progressivement, avec lui, nous développons des logiciels pour réparer la coiffe, réparer les instabilités en collaboration avec des industriels. Donc, André va nous présenter un petit peu l'avancement. Enfin, je finirai cette séance sur l'éducation, la plateforme d'éducation que nous avons fondée en 2018 avec des grands experts de l'épaule et qui permettent, à mon avis, d'améliorer la formation des jeunes, mais aussi d'améliorer la formation des plus expérimentés et surtout avoir des données en ligne, directes, que vous pouvez consulter en permanence. Et ça sera, je vais vous développer un petit peu tous les aspects de la chirurgie en direct, la chirurgie en replay, ainsi que les webinars. Et la dernière innovation, c'est un peu les staffs internationaux qu'on fait tous les mois avec Jean-David Vertel. Donc voilà, donc ça sera une après-midi assez riche, mais vous verrez que tous ces chirurgiens ont beaucoup travaillé et toujours dans l'objectif d'améliorer nos résultats. Ils l'ont publié d'ailleurs, et c'est en ça que je les remercie. Donc je passe la parole à Pascal de Nice, qui va nous présenter la planification préopératoire d'une prothèse d'épaule. À toi, Pascal. Merci. Vous m'entendez, je pense?
Parfait. OK. Donc, je vais effectivement vous parler de la planification préopératoire des prothèses d'épaule. Alors d'abord, les éventuels conflits d'intérêts, le développement de ce logiciel que nous avons fait avec Gilles Val chez Jean Chaoui, au travers de la société IMASCAP, et bien sûr le développement d'implants de l'épaule, comme l'a dit Philippe. Alors, je crois qu'on ne peut pas être à l'Académie de chirurgie sans parler d'un certain nombre de chirurgiens français. Et je voudrais évoquer la mémoire de Paul Le Sen, qui était un très brillant chirurgien français et dont l'une des phrases favorites était « La chirurgie n'est pas un acte manuel, c'est un acte intellectuel ». Et c'est une formule que je reprends souvent à mon compte pour former les internes et les jeunes chefs. En fait, on sait très bien que pour faire de la chirurgie, il faut 3 niveaux de compétences. Il faut à la fois être un général, c'est-à-dire un stratège. Il faut aussi être un colonel, c'est-à-dire choisir la meilleure technique. Mais il faut à la fin être un simple soldat et avoir une technique très, très éprouvée. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que ces logiciels permettent justement d'être aux 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau stratégique, c'est de choisir la meilleure prothèse, la plus adaptée, soit une prothèse anatomique, soit une prothèse inversée. Au niveau tactique, ce type de logiciel permet de planifier la chirurgie, c'est-à-dire de faire une véritable implantation virtuelle de la prothèse sans erreur. Et puis donc de choisir, sur le plan technique, de choisir la meilleure position, la meilleure taille, la meilleure orientation de l'implant pour avoir la meilleure mobilité pour le patient, avec le moindre risque de complications, bien sûr. Donc, ces logiciels sont une véritable innovation disruptive, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui. Ça permet de faire donc des planifications en 3 dimensions dans l'espace. Le logiciel dont je vous parle est le logiciel Blueprint que nous avons développé, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, ce type de logiciel permet vraiment de faire une chirurgie avec moins d'erreurs ou presque sans erreurs, parce qu'à partir de la segmentation automatique des images du patient sur un CD-ROM, vous pouvez obtenir une reconstruction tridimensionnelle de l'épaule, ou vous pouvez obtenir des mesures tridimensionnelles. Vous pouvez faire donc l'implantation virtuelle de la prothèse, observer la mobilité de l'épaule en dynamique une fois la prothèse implantée. Vous pouvez, si vous le désirez, donc faire des guides patients spécifiques, voire des prothèses patients spécifiques, voire des greffes patients spécifiques. Alors, vous le savez sûrement, il y a 2 types de prothèses d'épaule, les prothèses inversées et les prothèses anatomiques. Les prothèses inversées qu'on utilise plutôt dans les cas où il n'y a plus de coiffe des rotateurs ou avec des destructions osseuses importantes, et les prothèses anatomiques lorsque les tissus mous et osseux sont suffisamment conservés. Avec ce type de logiciel, donc, en faisant un planning préopératoire, on va pouvoir améliorer la décision, améliorer la précision, améliorer les résultats fonctionnels et surtout gérer des cas difficiles. Et c'est ce que je voudrais vous montrer au cours de cette communication. Tout d'abord, donc, le logiciel permet d'améliorer la stratégie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans les prothèses anatomiques, le problème majeur, c'est le décèlement glénoïdien qui est quasi constant, 50% à 10 ans, 80% à 15 ans. Et on a bien montré que le positionnement des implants, le choix de la taille des implants était crucial pour diminuer le risque de décèlement glénoïdien. Il y a aussi le problème de ces arthroses subluxantes postérieures. Vous voyez ce qu'on appelle une glène B2. C'est une glène biconcave avec une subluxation postérieure de l'humérus, bien visible sur le scanner. Et malheureusement, quand on fait une prothèse anatomique, quand on implante une prothèse anatomique, on a un risque de récidive de la subluxation postérieure, donc de contrainte asymétrique en cisaillement, donc de décèlement rapide de la prothèse. L'intérêt du logiciel, c'est qu'il vous donne une vue de la subluxation et une quantification de la subluxation postérieure de l'humérus. Et nous avons défini de manière un peu arbitraire que quand la subluxation était supérieure à 75-80% par rapport à la glène, il fallait passer à une prothèse inversée. On a défini d'autres règles, comme le fait qu'il fallait fraiser le moins possible l'os, comme le fait qu'il fallait avoir une assise correcte de l'implant et qu'il ne fallait pas dépasser 10 degrés de rétroversion ou d'inclinaison. Alors voilà comment fonctionne ce logiciel en réalité, et c'est en temps réel. Vous voyez, on met le CD-ROM où on récupère les images du patient, et en temps réel, on peut immédiatement avoir, vous voyez la rétroversion glénoïdienne ici qui est de 36 degrés, l'inclinaison qui est de 26 degrés,
Et donc, même si vous avez ici des vues en 2D, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures, elles, sont faites en 3D, que ce soit dans le plan horizontal ou dans le plan vertical. On peut retirer l'humérus, on peut visualiser en 3 dimensions la glène avec cette déformation biconcave. On choisit bien sûr le diagnostic, on choisit le type de glène, donc on l'a dit, c'est une glène biconcave B2. Et là, on peut visualiser la subluxation postérieure de l'humérus. Et il est évident que dans ce cas-là, avec une subluxation qui est très importante, on ne va pas choisir de faire une prothèse anatomique, on va passer à la prothèse inversée. Le logiciel permet aussi d'améliorer la technique chirurgicale, puisque donc, admettons qu'on ait une glène rétroversée ou légèrement rétroversée, ou même une glène normale. En fait, le problème du chirurgien, c'est les limites, c'est ses limites. Et on sait par exemple que le positionnement d'un implant est précis à 7 degrés, 7,5 degrés dans un sens et dans l'autre, ce qui fait 15 degrés en tout, ce qui est beaucoup. Vous voyez qu'un implant glénoïdien, vous pouvez vous tromper de 15 degrés en l'implantant. Pareil, quand vous choisissez le point d'entrée de la broche pour forer un trou dans la glène et implanter votre prothèse, la précision du point d'entrée est à plus ou moins 4 mm, comme cela a été montré aux États-Unis. Et donc, le logiciel, lui, vous donne des dimensions, on l'a dit, en 3 de l'inclinaison et de la rétroversion. Et donc, on peut, avec ces mesures-là, ensuite positionner de manière optimale les implants. On peut faire une véritable implantation virtuelle de la prothèse en se basant sur le scanner du patient. Et on peut générer des guides patients spécifiques. Alors ici, je vous ai mis un exemple. Cette fois-ci, ce n'est plus une glène biconcave, c'est une glène qui est peu rétroversée, peu inclinée, donc qui est a priori adaptée à la possibilité de mettre une prothèse anatomique. Donc là encore, on choisit le diagnostic. C'est une homarthrose primitive avec une glène qu'on appelle de type A1. On voit bien que la rétroversion et la subluxation postérieure de l'humérus sont très modérées. Donc l'orientation, la subluxation postérieure de l'humérus sont tout à fait acceptables par rapport au plan de la scapula. Vous le voyez ici, c'est inférieur à 80%. Donc dans ce cas-là, on décide qu'on va faire une prothèse anatomique. On choisit d'abord l'implant du côté glénoïdien. Vous voyez qu'il est en rouge, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc on peut modifier la taille de l'implant, on peut modifier la rétroversion. On accepte ici un certain degré de rétroversion. On peut modifier aussi l'inclinaison. On choisit la taille idéale de l'implant pour qu'il ne soit pas débordant. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas bon. En dehors de la taille, il y a aussi la rotation de l'implant. Donc, on peut tourner l'implant de façon à ce qu'il s'adapte au mieux à la forme de la glène. On peut le translater un peu en arrière. Tout est possible. On peut vraiment faire l'opération avant l'opération. Une fois qu'on est content, on va prendre 4 points sur le bord de la glène et on va générer un guide patient spécifique qui va nous permettre donc de mettre une broche guide sur laquelle va venir une fraise et un foret. Vous voyez ce guide patient spécifique. Et vous pouvez donc immédiatement enregistrer les paramètres. Ça vous montre l'axe dans lequel vous allez implanter votre prothèse. Vous pouvez immédiatement enregistrer les paramètres et donc vous pouvez les transmettre à la compagnie qui fabrique les guides avec la date opératoire et le guide vous sera livré avant l'opération. Après, il ne reste plus qu'à mettre les choses en pratique. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, on a un modèle plastique ou métallique de la glène. On a notre guide patient spécifique que l'on peut mettre au bord, à la surface de cette glène plastique. Il y a un numéro qui correspond au numéro spécifique du patient. Et donc, ces guides qui au départ étaient en plastique, vous le voyez maintenant, sont métalliques et viennent se mettre sur le bord de la glène. Et donc, on peut implanter une première broche guide. Et sur cette broche guide, donc, on va pouvoir venir glisser une fraise. Le but étant de fraiser le moins possible, donc de réserver cette technique à des cas où il y a peu à corriger. Ensuite, on va finir l'implantation de la prothèse en creusant soit des orifices, soit un orifice plus large pour mettre en place une quille, puisqu'il faut que l'implant soit cimenté dans l'os. Vous voyez que la glène est très petite, c'est une surface très petite, il n'y a pas beaucoup d'os, on compacte l'os pour ne pas en perdre, on met un peu de ciment, très peu, on impacte l'implant et on reproduit exactement ce que l'on avait planifié
avec le logiciel. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on a besoin d'une telle précision? La réponse est oui. Nous l'avons publié, vérifié. On l'a publié sur une étude cadavérique in vitro, où on a montré qu'on améliorait la précision du point d'entrée de la broche et la précision de la rétroversion et de l'inclinaison. On l'a montré sur une série de patients opérés aussi. Et on a même comparé une technique avec et sans guide. Autre possibilité donnée par le logiciel, c'est d'améliorer la tactique chirurgicale. Alors là, ça concerne les prothèses inversées. Vous voyez que dans les prothèses inversées, on a un vrai problème. C'est que le concept de la médialisation de la sphère du côté huméral aboutit au conflit de l'implant huméral avec le col de la scapula. Ça donne ce qu'on appelle le notching, c'est-à-dire l'encoche humérale. Mais il y a aussi un conflit en haut avec l'acromion ou avec la coracoïde. Et en plus, ça use le polyéthylène de l'implant. Ça génère des débris de polyéthylène qui eux-mêmes vont entraîner une ostéolyse et à la fin un possible décèlement de la prothèse. Alors, on peut éviter, comment éviter ce notching, cette encoche humérale? On peut d'abord descendre la sphère prothétique, ça c'est important du côté de la glène. On peut ensuite latéraliser la glène, soit avec une sphère plus grosse, soit avec une embase plus importante. On peut aller à l'ouest au lieu d'aller au sud, ou avec de l'os, ce qu'on a appelé la bio-RSA. Et puis, on peut aussi diminuer l'angle d'inclinaison de l'humérus, passer par exemple de 155, comme le recommandait Paul Gramont, à 145, voire à 135 degrés. L'utilisation de l'os pour latéraliser l'implant glénoïdien est intéressant. Ça s'appelle donc la bio-RSA, ça veut dire Bony Increase Offset Reverse Shoulder Arthroplasty en anglais. Ça permet donc de latéraliser l'implant et donc d'éviter ce conflit, mais surtout d'améliorer la mobilité. Et puis, donc, à part la latéralisation, il faut aussi corriger l'inclinaison. Et en fait, comme on met l'implant à la partie basse de la glène, il y a un angle qu'on a appelé le reverse shoulder angle, l'angle de la prothèse inversée, qui est d'environ 20 degrés. Donc, ça fait beaucoup à corriger. Si vous fraisez pour corriger cet angle, eh bien, vous allez plus médialiser, donc vous allez aggraver l'encoche. Donc, la solution, en fait, c'est de à la fois latéraliser et de corriger l'inclinaison. Et c'est tout l'intérêt donc d'utiliser un greffon, c'est ce que nous faisons. Ça permet donc de latéraliser au minimum de 5 mm, d'inférioriser la glène de 5 mm, d'avoir une inclinaison neutre avec un angle RSA à 0 degré et une rétroversion également neutre si possible. Alors, ce qui est intéressant avec le logiciel, c'est qu'on peut, par exemple, regarder les différentes possibilités en préopératoire. Par exemple, on peut mettre la prothèse normalement, la prothèse inversée neutre avec une inclinaison supérieure, on peut la mettre en neutre ou on peut la latéraliser et corriger l'inclinaison. Là encore, je vous le fais en temps réel, comme on peut le faire. Vous faites d'abord une prothèse standard et vous regardez les conflits. Le logiciel vous dit où ça vient taper, où l'implant vient taper au niveau de l'os. Vous voyez ici au niveau de le col de la scapula, puisque c'est un implant ici qui est médialisé. C'est ce qu'on faisait il y a 20 ans quand on a commencé à mettre les prothèses inversées. En fait, on ne connaissait pas tout ça. Et le logiciel, maintenant, nous a montré les erreurs qu'on a fait à l'époque en mettant ces implants très médialisés. On peut corriger l'inclinaison, c'est ce qu'on a fait là, mais c'est encore pire parce qu'on va encore plus médialiser l'implant en voulant corriger l'inclinaison, comme vous le voyez là. Et encore une fois, on va entraîner une encoche humérale en bas et un conflit en haut avec la glène, avec la coracoïde ou avec l'implant. Et donc, en mettant un greffon osseux qu'on a prélevé au niveau de l'humérus et en corrigeant à la fois l'inclinaison et en latéralisant l'implant glénoïdien, on va diminuer ces conflits en bas, en haut, en avant, en arrière. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait faire ça aux jeunes chirurgiens pour leur montrer les raisons pour lesquelles on fait ça, puisqu'à la fin, le logiciel garde en mémoire les différentes mobilités que l'on obtient. Et vous voyez qu'on a un gain incroyable en adduction, mais aussi en abduction, en flexion, en rotation interne, rotation externe, en latéralisant et en corrigeant l'inclinaison de l'implant glénoïdien. Enfin, dernière possibilité pour le logiciel, c'est de vraiment nous aider dans les cas complexes avec des déformations glénoïdiennes sévères. Et ici, donc, je vous montre un exemple assez caractéristique de ce qu'on appelle une glène dysplasique, c'est-à-dire une glène complètement rétroversée, très usée en arrière. Vous le voyez. Et donc, chez des patients qui sont des fois encore jeunes, vous voyez que la rétroversion est de 60 degrés dans ce cas-là, l'inclinaison de plus de 20 degrés.
il faut corriger dans les deux plans. Alors, soit vous pouvez faire un implant sur mesure, mais ça coûte assez cher, soit vous faites avec le greffon osseux, donc avec ce qu'on appelle la bio-RSA. Et là, je vous montre la démonstration en live. Vous prélevez donc un greffon osseux spongieux à l'aide d'une scie cloche que vous implantez donc au niveau de l'humérus. Cette scie cloche donc vient se mettre en place sur le trajet que vous avez préforé. Vous pouvez descendre très profond. Vous pouvez retirer un greffon de 20 mm, par exemple, comme ici. Vous pouvez le façonner en fonction de ce que vous a donné le logiciel, ce que vous a fourni le logiciel comme données, et vous allez pouvoir l'implanter au niveau de votre glène de façon à corriger cette rétroversion excessive. Donc, après avoir bien sûr libéré les parties molles, après avoir joué avec les écarteurs, vous allez pouvoir progressivement exposer votre glène qui est très rétroversée et donc très difficile d'accès puisqu'on y arrive par l'avant. Et vous voyez ici, 60 degrés de rétroversion, c'est énorme, mais petit à petit, on arrive à s'exposer et surtout, on arrive à mettre en place le guide patient spécifique. Vous voyez ici encore une fois le modèle plastique de cette glène très dysplasique avec le guide patient spécifique qu'on va venir mettre en place. Et franchement, même avec de l'expérience, jamais personne, je pense, n'aurait eu l'idée de mettre la broche à ce niveau-là. C'est tout l'intérêt du logiciel ici qui nous a permis d'implanter la broche au bon endroit, de façonner un greffon exactement comme on le souhaitait pour corriger cette rétroversion et cette inclinaison excessive, de fixer ce greffon à l'aide de l'embase, puis de venir mettre en place la sphère et enfin de finir avec l'implant huméral. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné notre pratique. On ne pouvait pas imaginer, il y a quelques années, avoir une telle précision dans la reconstruction de l'épaule. Une fois que vous avez réinséré les tendons de la coiffe qui restent, vous voyez la mobilité. Et donc, vous voyez que ça vous permet de corriger de façon importante des déformations sévères avec des résultats fonctionnels qui sont quand même très intéressants. L'intérêt de la bio-RSA, c'est qu'elle permet à la fois la latéralisation, la correction de l'inclinaison et la correction de la rétroversion. Voilà, les messages que je voulais vous faire passer, c'est que ces logiciels de planification permettent vraiment d'agir aux trois niveaux, stratégique en choisissant la meilleure prothèse, au niveau tactique en planifiant la chirurgie, en faisant l'opération avant l'opération, et au plan technique en ayant la meilleure mobilité pour le patient parce que le choix des implants est optimisé et leur orientation, leur positionnement également. C'est une véritable implantation virtuelle de la prothèse avec ou sans des guides patients spécifiques. Donc, c'est une chirurgie sans ou avec moins d'erreurs. Ça permet donc non seulement de mieux positionner les implants, mais ça permet d'augmenter la durabilité, donc la durée des implants, de gagner du temps opératoire, d'avoir une approche avec une équipe qui est déjà au courant de tous des implants qu'on va mettre, donc de gagner du temps, de gagner de l'argent parce que c'est moins coûteux pour les hôpitaux au niveau des implants qu'ils doivent stocker. Et puis surtout, ça permet une approche chirurgicale scientifique et ça permet d'apprendre aux jeunes chirurgiens à faire l'opération avant d'aller au bloc opératoire. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver et dont on va parler maintenant, en particulier l'intelligence artificielle avec les planifications automatisées en se basant sur l'expérience des experts, la réalité mixte et puis la robotique, bien sûr, qui est entrée dans les blocs opératoires. Quoi qu'il en soit, le but, c'est d'avoir la meilleure mobilité pour le patient. Vous voyez cette patiente qui a eu une prothèse inversée d'un côté, une prothèse anatomique de l'autre. On a fait 2 implants dans la même session opératoire. Elle est à 6 mois post-opératoire. Elle ne sait pas dire de quel côté elle a une prothèse anatomique et de quel côté elle a une prothèse inversée. Et donc, vous voyez que la mobilité est pratiquement normale chez cette patiente à 6 mois post-opératoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pascal Boileau, pour cette très intéressante communication qui souligne la modernité de cette chirurgie de l'épaule que vous développez. Grâce au numérique, permettant la simulation et la préparation d'intervention, et j'insiste, grâce à la connaissance de l'anatomie. Nous avons actuellement en cours une réflexion menée par les 2 académies de chirurgie et de médecine sur l'importance de l'anatomie dans la chirurgie moderne, dans l'enseignement de la chirurgie moderne, quelle que soit la spécialité, quelles que soient les technologies utilisées, qui associe d'une part une connaissance globale de l'anatomie générale pour savoir
et d'autre part, une connaissance précise de l'anatomie locale qu'on va opérer, où on va opérer, avec la technologie choisie. Enfin, je vous félicite, vous avez beaucoup de chance d'avoir comme élève Marc-Olivier Gossy, que nous avons eu souvent à l'Académie quand il était président du CNJC. Le CNJC étant le Centre national. Le centre des jeunes chirurgiens et qui est installé à l'Académie de chirurgie. Voilà, je passe la parole à Philippe Valenti. Oui, mais merci Pascal. J'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai éventuellement une toute petite question, c'est que ce logiciel travaille sur l'os et je pense que tu seras d'accord avec moi que il va falloir qu'on développe des logiciels en fonction de l'état des parties molles et en particulier du deltoïde, de la coiffe, car notre prothèse inversée, on la met au mieux pour éviter un conflit, mais on ne sait pas encore où la mettre de façon optimale pour optimiser les parties molles. Donc, ça c'est une première question. La deuxième remarque, c'est que, et j'irai dans le sens de Philippe Marre, la différence encore actuelle, c'est la dissection, c'est-à-dire c'est l'abord chirurgical de la glène. Et je sais que tu es très précautionneux, et moi aussi, je crois que c'est ça qui fait la différence encore, c'est qu'il va falloir que les jeunes chirurgiens apprennent à disséquer, apprennent à s'exposer, et peut-être que le numérique peut encore nous faire des progrès dans l'éducation, car on sait très bien que les prothèses mal posées, parfois, c'est une mauvaise exposition. Donc, est-ce que tu peux faire des commentaires sur ces deux remarques? Oui, bien sûr. Merci pour ces deux questions. Donc, d'abord, les parties molles, c'est certain que c'est fondamental au niveau de l'épaule en particulier. Le deltoïde, mais aussi la coiffe restante, l'infiltration graisseuse des muscles de la coiffe des rotateurs. On est en train de travailler sur la quantification de cette infiltration graisseuse, parce que même une prothèse inversée, plus il reste de coiffe des rotateurs, de muscles des coiffes des rotateurs, meilleurs sont les résultats malgré tout. Donc, ça permettra aussi d'avoir un pronostic préopératoire en fonction des muscles restants. Le deltoïde, bien sûr, qui est fondamental. Et là, tu as abordé le problème de la dissection, de l'apprentissage de la dissection chez les jeunes chirurgiens. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à tous, et en particulier à toi et à moi. On voit tellement de patients avec un deltoïde antérieur complètement aplati, détruit par une chirurgie préalable, qu'on se demande comment c'est possible, comment on peut ne pas apprendre à faire une belle voie delto-pectorale. Je pense que l'idée que tu as soumise de se servir du numérique pour apprendre les structures anatomiques, apprendre à respecter ces structures anatomiques nobles et à disséquer est une très belle idée qu'il faut qu'on exploite, et je te propose qu'on exploite ensemble si tu veux bien. Oui, Hubert Joannet, notre secrétaire général. Oui, merci beaucoup pour votre communication. Je voulais vous poser deux questions. D'une part, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur la mise au point du logiciel, c'est-à-dire la création du logiciel, c'est-à-dire durée pour la conception et la réalisation, investissement, avec quel métier avez-vous collaboré pour créer ce logiciel? Et puis la deuxième question, c'est l'apprentissage de la planification. C'est-à-dire que là, vous venez de parler de l'apprentissage de la dissection, mais comment les jeunes chirurgiens apprennent-ils cette planification? Ça se passe en préparant des dossiers au staff? Est-ce que c'est accessible en dehors du service? Enfin, j'imagine qu'il faut travailler pour apprendre cette planification. Oui, alors merci pour cette question. Donc la conception du logiciel, donc en fait, on a commencé à travailler il y a plus de 10 ans là-dessus avec Gilles Walch. En fait, moi, je me suis intéressé au départ à la navigation, et puis à l'époque, ce n'était pas vraiment abouti au niveau de l'épaule. Donc, on s'est orienté avec Gilles Walch plutôt sur la planification. Et donc, on a travaillé avec un ingénieur informaticien que j'avais rencontré, qui s'appelle Jean Chaoui, et qui est très brillant, qui est très, très brillant, et qui avait mis au point donc une méthode de segmentation automatisée, puisque le problème en fait du numérique, c'est qu'au départ, les chirurgiens n'étaient pas libres. Ils dépendaient d'ingénieurs
pour faire leur planification en série. Ils disaient ce qu'ils voulaient, l'ingénieur le réalisait, renvoyait le planning et le chirurgien disait s'il était d'accord. Donc, c'était très long, ce n'était pas du tout pratique. Et l'intérêt du logiciel qu'on a développé, nous, à l'époque, c'est que c'était le premier logiciel où le chirurgien était libre de faire le planning lui-même et de choisir toutes les caractéristiques qu'il voulait sans l'aide d'un ingénieur. Donc, ça, c'était fondamental. Ensuite, il faut travailler. Donc, comment est-ce qu'on a fait? On a monté une start-up qui s'appelle Imascap et on a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs années. Moment, cette start-up a été reprise par un partenaire industriel, en l'occurrence à l'époque Tornier Wright. Et pour ce qui est de l'apprentissage par les plus jeunes, effectivement, ça se fait tous les jours, en fait, ça se fait même à la consultation, puisque les patients arrivent avec leur CD-ROM et donc l'interne qui consulte avec nous, par exemple, peut donc d'emblée planifier le cas et donc chaque jour, que ce soit à la consultation ou au bloc opératoire, on peut lui apprendre pourquoi là il ne faut pas faire comme ça, là il faut implanter la prothèse plus bas. Vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? Vous pouvez réactiver votre micro? Pardon. Merci. Vous m'avez entendu ou pas? Oui. Voilà. Je passe la parole maintenant à Alberto Benamou, notre vice-président. Oui, bonjour et bravo pour cette très belle présentation. Une question, qu'attendez-vous de l'IA dans une meilleure planification, après peut-être une compilation d'un très grand nombre de data pour peut-être affiner les indications entre les prothèses ortho-anatomiques ou extra-anatomiques? Est-ce que c'est ça le projet? Et la deuxième petite question complémentaire, dans quelle mesure une assistance robotisée de l'acte pourrait être envisagée pour améliorer encore la performance de l'acte? Oui. Alors, l'intelligence artificielle, donc effectivement, l'intérêt, c'est la compilation de data. D'abord sur le plan diagnostique, puisque donc on a rentré des centaines de scanners depuis plusieurs années dans cette base de données. Et donc, l'analyse des différentes déformations anatomiques, les différents types de glènes dont j'ai parlé, les glènes de type A, B, C, etc., dysplasiques, on va déjà avoir sur le plan épidémiologique, sur le plan diagnostique, un certain nombre de données qu'on va pouvoir exploiter. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc, la planification, ça demande un apprentissage. Donc, les jeunes sont très friands de cet apprentissage. Par contre, les chirurgiens plus âgés, au bout d'un moment, trouvent que c'est une perte de temps, pour certains d'entre eux en tout cas. Et donc, l'intérêt, c'est à ce moment-là de leur fournir un pré-planning basé sur l'expérience d'experts. C'est ce qu'on appelle donc le planning automatisé. Ça, c'est une autre application de l'intelligence artificielle. Quant à la robotique, je pense qu'on ne pourra pas y échapper. C'est plus difficile au niveau de l'épaule parce que l'épaule est vraiment très difficile d'accès, elle est très profonde, mais il n'y a pas de raison qu'avec les progrès de la technologie, on n'arrive pas à se servir de la robotique dans la mise en place des prothèses d'épaule. Philippe Valenti, tu m'entends? Oui. C'est Henri Coudin. Est-ce que je peux poser une question à Pascal? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, une réflexion. Merci Pascal, parce que effectivement, ces quelques années nous ont privés de la joie de te voir en chair et en os. Je vois que tu ne changes pas et ça me fait très plaisir. J'espère que l'incrustation de mon visage montre que c'est réciproque. Deuxième point, c'est j'attire l'attention du président de l'Académie nationale de chirurgie. Mon cher Philippe, c'est une communication tout à fait extraordinaire. Et j'insiste là aussi sur les qualités pédagogiques qu'on connaît depuis des décennies chez Pascal Boileau, qui transmet effectivement le savoir, surtout dans une articulation compliquée comme l'épaule. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour les jeunes. Et je crois qu'il faut mettre en exergue cette qualité de présentation. Alors, mon cher Pascal, j'aurais deux petites questions à te poser. La première, qui est très technique, dans la réalisation du scanner adapté à cette planification préopératoire,
Est-ce qu'il y a des coupes spéciales à faire? C'est millimétrique? Est-ce que c'est plus long, c'est plus court et tout? Et puis alors la deuxième question, par rapport à l'implantation effectivement du module glénoïdien qui est fait sur mesure, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que qui c'est qui prend ça en charge? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un surcoût? De toute manière, ça paraît nécessaire pour avoir fait effectivement un certain nombre de prothèses, soit normales, soit inversées. C'est vrai que la mise en place de la broche, qui est quand même le pilier anatomique de tout ce qui va se passer derrière, se faisait quand même, comme tu l'as d'ailleurs démontré, un petit peu au pifomètre. Je te remercie en tout cas, Pascal, et ça me fait très, très, très plaisir de te revoir. Moi aussi, ça me fait très plaisir de te revoir. Donc, pour ce qui est du scanner, oui, effectivement, il faut un scanner avec des coupes assez fines pour avoir le plus de précision possible, mais ça ne pose pas de problème au radiologue. On a un papier tout fait où on met toutes les conditions requises pour ce scanner. Et puis, donc, la deuxième question que tu m'as posée, excuse-moi, c'était sur… C'était sur le prix du module glénoïdien qui était des implants, le prix sur des mesure. implants. Ouais. Le prix des implants patients spécifiques, des implants sur mesure, il est forcément élevé. C'est pour ça que moi, je continue à faire énormément de ce qu'on appelle de bio-RSA, c'est-à-dire de me servir de l'os du patient, parce que c'est gratuit. On le prend du côté huméral, on le met du côté glénoïdien. C'est quelque chose qui est vraiment reproductible, qui est vraiment fiable. Je fais ça depuis 2006. Donc, ça fait 15 ans. J'ai 15 ans d'expérience. J'ai publié les résultats. Donc, pour moi, la prothèse patient spécifique, c'est important, mais ça restera, je pense, une exception, sauf peut-être aux États-Unis où ils sont très friands de ce genre d'implant et où ils n'ont pas de limite sur le plan financier, semble-t-il, pour l'instant. Je pense qu'en France, ça sera plus dur à faire accepter. Merci, mon cher Pascal. Encore une question de Maxime Roche, notre secrétaire annuel. Bonjour Monsieur Boileau, merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. J'avais une petite remarque concernant l'enseignement. On voit qu'effectivement, c'est un logiciel qui dépasse sa fonction initiale et qui était la planification. Vous expliquez que ça peut permettre, bien entendu, de voir un enseignement sur la planification. Est-ce que vous en servez aussi comme enseignement dans le cadre de cours de physiopathe pour peut-être même des étudiants plus jeunes? Je trouve ça assez passionnant. Et deuxièmement, une remarque concernant la dissection deltoïde et les problèmes d'apprentissage que vous mentionnez avec M. Valenti. Vous parlez de solutions numériques qui sont certainement très intéressantes. Reste toujours après la problématique dans le cadre pratique du retour haptique. Et donc, éventuellement, est-ce que vous avez songé aussi, je pense que cet apprentissage doit se faire avec différents types de modules, notamment avec l'impression 3D qui a bien amélioré, avec le côté osseux et la reproduction viscoélastique des tissus mous. Merci. Oui, bien sûr, tout ce que vous évoquez, c'est le futur proche, je pense. Il n'y a pas de limite au numérique. Je pense que c'est une véritable révolution, on le sait tous, puisque ça a révolutionné notre vie quotidienne, mais ça va changer complètement la phase de la chirurgie, et en particulier l'apprentissage de la chirurgie. Alors, il faut qu'on trouve des solutions. Tout ce que vous avez évoqué en fait partie. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, les jeunes chirurgiens sont très à l'aise avec ces outils numériques, on le sait, et ils seront plus motivés, je pense, à se servir de ce genre d'outils pour apprendre leur métier, peut-être que d'aller au laboratoire d'anatomie qui est plus rébarbatif, même si je pense que personnellement que ça restera toujours indispensable, et les séances de dissection sont pour moi parmi mes meilleurs souvenirs d'apprentissage de chirurgien. Oui, Alberto Benamou, une autre dernière question. Dernière petite question. Je reprends la balle au bond sur l'impression 3D. Dans quelle mesure, peut-être à l'instar de ce que font les collègues en chirurgie maxillofaciale, parce qu'il y a des implants un peu complexes à réaliser, les faire réaliser par impression 3D plutôt que par soustraction de volume à des blocs de matériaux. Oui, donc ça se fait déjà par impression 3D. Un des problèmes, c'est de gérer la chaîne de stérilisation de ces implants, et puis donc d'avoir l'approbation des tutelles pour pouvoir implanter ce type d'implant.
l'idéal, on le sait tous, hein, au finish, ça serait d'avoir une imprimante 3D dans le bloc opératoire ou en tout cas juste à côté et de pouvoir pratiquement faire du sur-mesure, sur place en temps réel. On n'y est pas encore, mais moi, ça me paraît quelque chose de tout à fait possible à moyenne échéance. Est-ce que je peux poser une question à Pascal Boileau, Gérard Morvan? Oui. Bravo Pascal, c'était absolument remarquable. Je voudrais te poser une question précise. Tu nous as montré que ton logiciel établit le rapport entre deux os, entre l'humérus et la glène, notamment avec ce greffon osseux. Comment prends-tu en compte la position fonctionnelle de la scapula, notamment dans les syphoses fixées, par exemple, qui changent la position de la scapula? Alors, très bonne remarque, très bonne question. Effectivement, là, c'est un peu grossier ce qu'on fait puisqu'on s'intéresse que à la gléno-humérale, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres articulations dans l'épaule et en particulier la scapulothoracique. Donc, la syphose dorsale qui change le positionnement de la scapula et de l'humérus chez les individus commence à être prise en compte. Par exemple, il y a Philippe Moroder en Allemagne, à Berlin, qui a montré que chez les patients plus syphotiques, eh bien, si on voulait avoir la même mobilité, il fallait diminuer la rétroversion de l'implant, des implants de l'épaule inversés. Donc, c'est quelque chose d'intéressant puisque c'est quelque chose qu'on a pour l'instant qu'on n'avait jamais étudié, jamais imaginé. Donc, on prendra en compte de plus en plus à l'avenir la position de la scapula par rapport au thorax et en particulier le fait que les sujets vieillissants sont de plus en plus syphotiques. Merci beaucoup. J'ai noté avec plaisir que vous aviez des références au passé, et notamment à Paul Le Senne, qui a été un des très grands chirurgiens français de la première moitié du XXe siècle. Merci Pascal et pour ta présentation. La profusion de questions a montré l'intérêt.